Le 16 avril 2026, Alejandro Herrera se présente au parquet de Mexico avec un avocat. Il annonce que son épouse, Carolina Flores, est morte dans leur appartement de Polanco. Puis il désigne une suspecte, sa propre mère, Erika Maria Guadalupe Herrera. Lorsque les agents arrivent au domicile du couple, ils découvrent Carolina sans vie. Elle a reçu 4 balles, une dans la pommette gauche, une dans le cou et 2 à l'arrière de la tête. Les tirs proviennent d'angles différents. La police scientifique récupère 6 ou 7 douilles de calibre 9 mm ainsi que 4 projectiles. Dans une autre pièce, Alex, le fils du couple âgé de 8 mois, est indemne, nourri et apparemment bien pris en charge. Une question s'impose aussitôt. Qui s'est occupé de lui pendant que sa mère gisait dans l'appartement? Alejandro laisse d'abord entendre que le drame est récent. Mais l'examen du corps contredit cette chronologie. Carolina n'est pas morte le matin du 16 avril. Les tirs remontent à l'après-midi du 15, presque 24 heures avant le signalement. Pendant tout ce temps, Alejandro est donc resté dans le logement avec son bébé et le corps de son épouse. Il avait un téléphone. Il pouvait prévenir la police, appeler les secours, un voisin ou un proche. Il n'en a rien fait. Ce silence a retardé la découverte du crime et offert une avance décisive à la personne qui avait tiré. Pour comprendre ce délai, les enquêteurs se penchent sur l'histoire du couple. Carolina Flores est née en 1999 à Ensenada, en Basse-Californie. Mannequin, elle remporte en 2017 un titre régional dans un concours de beauté. En 2021, elle rencontre Alejandro, présenté selon les sources comme ingénieur ou homme d'affaires. Leur fils Alex naît en août 2025. D'après Reina Gomez, la mère de Carolina, cette naissance ne rapproche pas les familles. Elle aggrave au contraire une hostilité déjà profonde, centrée sur Erika, la mère d'Alejandro, âgée de 63 ans. Des proches affirment qu'Erika refusait de reconnaître Carolina comme un véritable membre de la famille. Pour elle, la cellule familiale aurait été formée avant tout par son fils et elle-même. Après la naissance d'Alex, elle serait devenue plus intrusive, cherchant à contrôler l'alimentation du bébé, commentant l'apparence de Carolina et surveillant son poids. Pris isolément, ces comportements pourraient évoquer une simple mésentente. Ensemble, ils dessinent une relation possessive dans laquelle Carolina semblait considérée comme une rivale. En décembre 2025, 4 mois après la naissance du bébé, le couple quitte brusquement Ensenada pour Mexico. Carolina s'éloigne alors de ses amis et de sa famille. Même Luca, leur golden retriever, reste auprès d'Erika. Ce déménagement devait mettre de la distance avec la belle-mère, mais il isole aussi Carolina de son principal réseau de soutien. Le 15 avril, une confrontation éclate dans l'appartement de Polanco. Les détails ne sont pas encore entièrement publics, mais les preuves établissent que plusieurs coups de feu sont tirés. Carolina est atteinte au visage, au cou et derrière la tête. Après les détonations, personne n'appelle les autorités. La soirée passe, puis toute la nuit. Le lendemain, Alejandro ne téléphone toujours pas depuis l'appartement. Il choisit d'abord de consulter un avocat et de se rendre au parquet. Avant même de prévenir la famille de Carolina, il a donc pris le temps d'envisager les conséquences judiciaires de la situation. À 13 Earth 35, il appelle enfin Reina Gomez. Il lui annonce que sa fille est morte. Reina entend des voix féminines derrière lui et espère brièvement qu'il s'agit d'une erreur. Alejandro lui explique qu'il se trouve avec des employés du parquet. Puis il accuse sa mère d'avoir tué Carolina avant de prendre la fuite. Reina lui pose alors la question qui dominera l'enquête. Pourquoi avoir attendu presque 24 heures? Alejandro affirme avoir agi pour protéger son fils. Le couple n'avait aucun proche à Mexico et il craignait qu'Alex soit confié temporairement au service de protection de l'enfance. Il dit également avoir eu peur d'être arrêté. Pendant ce délai, il aurait enregistré des vidéos expliquant comment nourrir le bébé. Mais cette justification contient sa propre contradiction. S'il anticipait une arrestation, il savait que la police finirait nécessairement par intervenir. Et s'il préparait des instructions pour Alex, il envisageait déjà d'être séparé de lui. Malgré cela,
Il continuait à ne signaler ni les tirs, ni la présence du corps. Le dossier révèle ensuite un acte plus troublant encore. Comme Alex refusait le lait maternisé, Alejandro aurait extrait manuellement du lait du corps de Carolina afin de remplir un biberon. Cette information est mise en lumière après la consultation du dossier par l'avocate indépendante Blanca Ivonne Olvera. Pour les autorités, ce geste dépasse le comportement d'un père paniqué cherchant à nourrir son enfant. Il constitue une atteinte dégradante à la dépouille. Carolina avait reçu 4 balles et se trouvait toujours dans l'appartement. Au lieu d'alerter les secours, son mari aurait manipulé son corps. Le 21 avril, 6 jours après les tirs, la qualification initiale d'homicide volontaire est remplacée par celle de féminicide. Cette qualification tient notamment compte de la cruauté, du traitement infligé au corps et du contexte relationnel entourant la mort d'une femme. Pendant ce temps, Erika n'est déjà plus au Mexique. Le 16 avril, au moment même où Alejandro se présente au parquet, sa mère quitte le pays. Les données de voyage retracent son itinéraire. Elle prend un vol international, transite par le Panama, puis rejoint le Venezuela, où elle loue un appartement luxueux. La chronologie devient alors centrale. Carolina est tuée dans l'après-midi du 15 avril. Alejandro garde le silence pendant la soirée, la nuit et une partie du lendemain. Lorsqu'il signale enfin sa mort, Erika traverse déjà les frontières. Ce retard a donc produit un résultat très concret. La principale suspecte a pu quitter le Mexique avant qu'une alerte efficace soit lancée. Les enquêteurs doivent déterminer si Alejandro a simplement cédé à la peur ou s'il savait que chaque heure supplémentaire facilitait la fuite de sa mère. Le 18 avril, 3 jours après la mort de Carolina, des brouillons sont enregistrés dans l'application de notes du téléphone d'Erika. Leur contenu sera ensuite rendu public par un journaliste vénézuélien. Dans ses textes adressés à son fils, Erika présente Carolina comme une femme en voie de guérison, bientôt autorisée à quitter l'hôpital. Or, cette version est impossible. Carolina n'a jamais été hospitalisée. Elle a été retrouvée morte chez elle, avec 4 blessures par balle, dont 2 à l'arrière du crâne. Ces notes semblent donc élaborer un autre récit après les faits. Erika tente aussi d'expliquer la présence de l'arme. Elle affirme avoir emporté le pistolet pour se protéger pendant son voyage, puisqu'elle se déplaçait seule avec des bagages et son chien. Mais cette explication ne répond pas à l'essentiel. Pourquoi cette arme aurait-elle été utilisée contre Carolina avant son départ? Le téléphone dévoile surtout un mobile présumé. Erika décrit une dispute, mais ne rapporte aucune attaque physique de Carolina et ne prétend pas qu'elle aurait brandi une arme. Elle insiste plutôt sur une expression et un ton qu'elle aurait trouvé méprisant. Carolina aurait souri. Erika aurait voulu lui faire perdre ce sourire. Ce passage transforme la compréhension de la confrontation. La violence ne serait pas née d'un danger immédiat, mais d'une humiliation ressentie. Un sourire, un ton de voix et des années d'hostilité auraient précédé 4 tirs dirigés vers le visage, le cou et l'arrière de la tête. Le 29 avril, 14 jours après le meurtre, les autorités vénézuéliennes localisent Erika. À l'arrivée des policiers, elle affirme qu'elle se trouve chez elle, nie toute faute et refuse d'obtempérer. Elle est détenue pendant 48 heures, le temps de vérifier les avis internationaux, de saisir son téléphone et d'engager les démarches en vue de son extradition. 2 récits s'opposent désormais. Alejandro affirme que sa mère a tiré, puis qu'il a gardé le silence uniquement pour protéger son fils. Erika produit des notes dans lesquelles Carolina serait encore vivante, tout en évoquant elle-même une dispute, une arme et le sourire qu'elle aurait voulu effacer. Entre ces versions demeurent les preuves. 4 blessures mortelles, plusieurs douilles, 4 projectiles, un bébé indemne, un signalement retardé de presque une journée, un départ international effectué au moment où le mari se présente enfin au parquet et des brouillons incompatibles avec la scène de crime. Une autre pièce pourrait cependant départager les récits. Une caméra cachée se trouvait dans l'appartement de Polanco. Son enregistrement a été saisi afin de reconstituer les événements du 15 avril. Ces images pourraient montrer qui est entré dans les différentes pièces, à quel moment les tirs ont été effectués, qui s'est occupé d'Alex et ce qu'Alejandro a fait pendant les heures suivantes.
Elle pourrait aussi révéler si le départ d'Erika avait été préparé avant le signalement. Mais leur contenu n'a pas été rendu public. L'issue judiciaire définitive reste elle aussi inconnue. Erika demeure détenue au Venezuela pendant les démarches d'extradition. Les notes retrouvées sur son téléphone semblent relier son ressentiment envers Carolina à la confrontation, mais leur valeur exacte devra être évaluée par la justice. Alejandro, de son côté, reste au centre d'une question distincte. Il n'est pas simplement un homme qui aurait découvert un crime et tardé à appeler. Selon sa propre chronologie, il a vécu près de 24 heures avec le corps de son épouse. Il s'est occupé de leur bébé, aurait manipulé la dépouille pour remplir un biberon, enregistré des vidéos, consulté un avocat, puis seulement signalé la mort. Pendant ce délai, sa mère a quitté le pays. Les enquêteurs doivent donc établir s'il a réellement agi sous l'effet de la panique, s'il cherchait uniquement à conserver la garde de son fils, ou si son silence répondait à un autre objectif. Car ce qui s'est produit après les tirs ne ressemble pas à une réaction unique et irréfléchie. C'est une succession de décisions. Ne pas appeler la police, ne pas prévenir la famille, passer la nuit auprès du corps, préparer des instructions, consulter un avocat, puis se rendre au parquet. Chaque décision a pris du temps, et chaque heure a augmenté l'avance de la suspecte. Pour Reina Gomez, l'appel de 13H35 arrive lorsque presque tout s'est déjà joué. Sa fille est morte depuis la veille. Son petit-fils a passé la nuit dans l'appartement. La femme accusée d'avoir tiré est déjà en fuite. Même l'annonce de la mort ne vient pas de la police, mais du mari, après près d'une journée de silence. Cette affaire ne concerne